Vous êtes agile, vous êtes discret, vous êtes un maître du... Un maître dans l'art du déguisement? Alors vous avez peut-être ce qu'il vous faut pour devenir un roublard. Bienvenue dans ce guide Donjons et Dragons, pour un débutant, par un débutant. Luc, depuis quand t'as un masque comme effigie? Ah, le roublard, le flanqueur par excellence. En plus de pouvoir vous déplacer facilement sur le champ de bataille, vous devenez rapidement difficile à toucher et vos dégâts massifs font de vous un excellent assassin. Soyez juste sûr de rester à distance si vous ne voulez pas vous faire défoncer. Quel est le rôle du roublard? Alors avant tout, vous êtes un flanqueur, donc plutôt que d'aller à la mêlée, vous allez contourner les adversaires pour les frapper sur d'autres angles et ainsi exploiter leurs faiblesses. En plus de ça, il y a certaines tâches où vous êtes particulièrement bon. On invite généralement les roublards à chercher et désarmer les pièges, car en mettant vos gros bonus au bon endroit, vous ne risquez basiquement rien. Vous êtes donc très important pour l'exploration, mais selon votre souplesse, vous pouvez aussi l'être pour la négociation. Alors quelles sont vos statistiques? En tant que roublard, vous utilisez le D8 pour déterminer vos points de vie, la norme donc. Vous êtes également compétent avec les armes simples et les armures légères, ainsi qu'une poignée d'armes martiales, incluant la rapière, l'arbalète de poing, l'épée courte, et l'épée longue pour une raison... Vous ajoutez votre bonus de maîtrise dans 4 compétences parmi celles-ci, ainsi que dans le jet de réaction de dextérité et d'intelligence. La dextérité est très bien car c'est l'un des 2 jets de réaction les plus communs du jeu, et l'intelligence vous rend plus résistant aux illusions. Les features à présent, le roublard n'étant pas une classe magique, vous avez une tripotée de compétences dès le niveau 1. La première est le jargon des voleurs. Vous avez pris une suite de codes et de dialectes pour transmettre un message en toute discrétion à quelqu'un d'autre qui connaît aussi ces codes. Cependant, utiliser le jargon des voleurs pour transmettre des messages prend 4 fois plus de temps que la normale, parce qu'il n'y a que 1 ou 2 mots d'importants dans toute votre ligne. Alors, comment va Billy? Il a eu 3 ans cette année, il me semble. Oh tu sais, il vient d'avoir 4 ans, mais il est tombé malade. Je vois, je lui ferai un gâteau. Combien d'œufs dans la pâte déjà? 2 œufs. Le jargon de voleur contient également une suite de codes visuels ou symboles qui vous permet de savoir si un endroit est safe, où se trouve la guilde la plus proche, ou si vous feriez mieux de détaler d'ici. Contrairement aux druidiques, une personne ne connaissant pas ces codes ne peut pas les remarquer, car ils sont dissimulés dans la vie de tous les jours et dans les panneaux de circulation. Votre deuxième feature au niveau 1 est l'expertise. Vous choisissez 2 compétences dans lesquelles vous ajoutez déjà votre bonus de maîtrise, et maintenant le bonus de maîtrise est doublé. Mais votre vraie feature niveau 1, ce qui fait l'essence du roublard, est la sneak attack, ou attaque furtive. Vous profitez d'un moment de faiblesse dans la défense de votre adversaire pour faire des dégâts massifs. L'attaque furtive est votre principal moyen de faire des dégâts en tant que roublard. Une fois par tour, si vous avez avantage sur le jet d'attaque, vous pouvez ajouter des D6 à vos dégâts. Le nombre de D6 dépend de votre niveau dans la classe et augmente tous les niveaux impairs. Vous en avez du coup 1 au niveau 1, 2 au niveau 3, 4 au niveau 7, ainsi de suite. Tête en l'air que je suis, il semblerait que j'ai oublié de mentionner un petit détail qui est absolument crucial. Ce n'est pas l'avantage, la partie nécessaire pour faire la sneak attack. Il y a plein de moyens de faire sans comme on va le voir plus tard. Ce qui est indispensable, c'est l'arme que vous utilisez. Vous devez attaquer en utilisant une arme à distance ou une arme ayant le tag finesse. Des armes qui utilisent donc la dextérité. Cependant, quand on en vient aux armes de mêlée, il y a une légère faille dans la façon dont les règles sont écrites. La règle demande seulement d'utiliser une arme ayant le tag finesse, mais non pas d'utiliser la dextérité. Le tag finesse précisant bien que vous pouvez utiliser la dextérité ou la force pour attaquer. Ce qui veut dire que si l'idée suggère l'utilisation de dextérité, règles telles qu'elles sont écrites, vous pouvez parfaitement utiliser votre rapière comme une batte de baseball et quand même profiter de la sneak attack et d'un autre bonus comme par exemple la rage du barbare. C'est d'ailleurs comme ça que le multiclasse barbare roublard fonctionne en fait. Mais ce n'est pas tout, même si ce n'est pas avantage sur votre sneak attack, vous pouvez quand même l'appliquer si un allié se trouve dans la zone de mêlée de votre cible. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Comme l'a dit un de mes joueurs, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. En fait, la feature dit que si vous attaquez une cible et cette cible possède dans sa zone de mêlée une créature qu'elle considère hostile et que vous n'avez pas de désavantage, alors la sneak attack s'applique. Bon, c'est moins facile à retenir, mais au moins ça offre plus d'opportunités de l'utiliser. Au niveau 2, vous obtenez les actions rusées. Vous pouvez désormais dasher, désengager ou vous cacher avec votre action bonus. Ce qui fait d'ailleurs que vous pouvez vous déplacer 3 fois en dashant avec votre action et votre action bonus. D'ailleurs, le chaudron de Tasha a ajouté une nouvelle action rusée, visée. Si vous n'avez pas encore bougé, vous pouvez sacrifier votre déplacement pour avoir avantage sur votre prochain jet d'attaque durant ce tour. La bonne chose c'est que du coup ça inclut certains sorts si vous y avez accès. Mais de l'autre, est-ce que ça ne faciliterait pas trop l'accès à l'attaque furtive? Bon, en soi c'est pas vraiment une mauvaise chose, et puis au moins ça assure que vous fassiez bien votre job. Et je sais que certains de mes joueurs aiment beaucoup cette feature. Sachez juste qu'elle ne sera pas acceptée à toutes les tables. Au niveau 5, vous devenez plus difficile à toucher, avec l'esquive surhumaine. Si jamais vous êtes touché par un jet d'attaque, vous pouvez utiliser votre réaction pour diviser les dégâts par 2. J'insiste bien sur une seule attaque, parce que si vous êtes touché par plusieurs coups d'épée, vous ne pourrez réduire les dégâts que d'une seule d'entre elles. Au niveau 6, vous avez expertise partie 2, vous pouvez choisir d'autres compétences dans lesquelles votre bonus de maîtrise est doublé. Au niveau 7, les attaques de zone deviennent peu efficaces face à vous, avec la feature évasion. Ça signifie que si vous faites un jet de réaction de dextérité, si vous échouez, vous ne prenez que la moitié des dégâts, et si vous ressuscitez, vous ne prenez aucun dégât. Petit à petit, vous devenez tout simplement intouchable. Et ça ne fait que commencer. Au niveau 11, vous ne pouvez tout simplement plus échouer certains jets.
Talent infaillible fait que lorsque vous faites un jet dans lequel vous pouvez ajouter votre bonus de maîtrise, vous pouvez considérer tout le résultat en dessous de 9 comme étant un 10. Donc vous lancez votre dé 20, vous obtenez 8, il devient 10, et ensuite vous ajoutez votre bonus de maîtrise. Au niveau 14, vous n'avez même plus besoin de vos yeux pour voir, car vous tenez la vision aveugle. Vous connaissez la position exacte de toute créature ou objet se trouvant dans un rayon de 10 pieds, même si c'est invisible ou caché. Niveau 15, petit bonus, vous pouvez désormais ajouter votre bonus de maîtrise dans le jet de réaction de sagesse, le deuxième jet de réaction le plus commun du jeu. Niveau 18, vous êtes du beurre, ultra instinct, John Cena, tout ça, tant que vous n'êtes pas incapacité, les ennemis ne peuvent pas avoir avantage face à vous, tout simplement. Et au niveau 20, vous avez du bol maintenant, comme si c'était pas suffisant. Lorsque vous faites un jet d'attaque et vous ratez, vous pouvez dire « Non, elle touche !» et vous touchez. Et si vous faites un jet de compétence à la place, vous pouvez dire « Non, nat 20 !» et vous faites un nat 20. Voilà. Vous pouvez utiliser cette feature une fois par coup repos. Qu'est-ce que je vous dise? Faudrait que vous arrête ça. De plus, contrairement aux autres sous-classes, vous n'avez pas seulement le choix d'améliorer vos compétences ou de choisir un talent au niveau 4, 8, 12, 16 et 19, mais également au niveau 10. Et vous choisissez votre sous-classe au niveau 3 pour avoir des features au niveau 3, 9, 13 et 17. Alors attendre le niveau 9 pour avoir votre deuxième feature de sous-classe, j'avoue que c'est un peu long, mais de l'autre côté, vous voyez tout ce que vous avez aussi. Alors quelles sont les sous-classes qui vous sont offertes? Actuellement, il y en a 9 de disponibles, plus une qui est issue d'un partenariat avec Legend of Runeterra. Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucune d'entre elles ne sont en Honor Arcana, parce qu'elles ont été toutes officialisées. Enfin, j'ai quand même envie de préciser deux trucs. Soul Knife et Phantom ont eu des versions assez différentes. Cross, que vous avez pu voir dans ma campagne, utilise la version 2019 de Soul Knife, qui vous fait de vous un assassin avec des pouvoirs psychiques. La version 2020 utilise le dé psionique qui est assez étrange. Étrange parce que c'est probablement la seule feature du jeu à vous punir si vous faites des dégâts max. Dans le cas du fantôme qui s'appelait Revenant à l'époque, eh bien les features ont donné naissance à une nouvelle race. Le PHB offre comme classe de base l'Arcane Trickster, le voleur et l'assassin. Mais personnellement j'aimerais beaucoup vous parler de... Bon Pollux, arrête. Je suis MJ, je vois tout ce que tu fais, en plus t'es tout seul et t'as même pas avantage. Ça n'aurait pas été un problème s'il avait été. Swashbuckler fait de vous un maître de la lame. On s'éloigne un peu de l'idée de l'assassin pour s'approcher un peu plus de l'escrime. J'imagine bien un mousquetaire avec cette sous-classe. Au niveau 3, votre façon élégante d'attaquer vous permet de vous éloigner de vos ennemis sans souci. Lorsque vous attaquez une créature, celle-ci ne peut pas faire d'attaque d'opportunité face à vous, ce qui vous permet du coup d'attaquer et de participer au combat, mais ensuite de fuir pour vous mettre à l'abri. Et en plus de ça, avec la deuxième feature niveau 3, Rakish Audacity, vous pouvez appliquer la sneak attack même si vous êtes seul. Alors il faut que vous ou votre ami soyez seul, donc ça veut dire pas d'aller dans un rayon de 5 pieds de vous deux. Cependant, comme vous pouvez attaquer puis vous éloigner sans souffrir d'attaque d'opportunité, vous pouvez parfaitement poke un ennemi pour le provoquer et ensuite revenir vers vos alliés pour qu'ils vous protègent. Rien qu'avec ces deux features, vous pouvez déjà mener votre ennemi par le bout du nez. Vous pouvez dasher avec votre action bonus, vous pouvez rester à distance et ainsi votre ennemi aura beaucoup de mal à vous attaquer s'il n'a que des armes de mêlée. Également, cela vous permet d'économiser un talent, à savoir mobile, qui est fait la même chose que votre pas chassé, et c'est un talent très populaire parmi les roublards. Au niveau 9, non seulement vous attaquez avec panache, mais en plus vous avez la feature panache. En utilisant votre action pour parler à quelqu'un, vous pouvez essayer de faire un jet de persuasion contre son jet de clairvoyance. Disons que vous réussissez. Si la cible est hostile, alors elle est provoquée. Pendant 1 minute, elle a des avantages sur le jet d'attaque face à quelqu'un d'autre que vous. L'effet dure tant que vos alliés n'attaquent pas ou ne lancent pas de sort. C'est un duel, voyons. Si la cible était amicale, alors elle est charmée pendant 1 minute, facilitant la discussion et l'obtention d'informations. Niveau 13, petit truc, vous pouvez utiliser votre action bonus pour vous donner avantage sur votre prochain jet d'athlétisme ou d'acrobatie, s'il est fait durant ce tour. Pourquoi ces deux jets? Eh bien parce que ce sont ceux généralement demandés pour pouvoir vous échapper si quelqu'un vous a saisi. Mais comme ici ce n'est pas spécifié, cela donne une petite polyvalence agréable. Au niveau 17, vous devenez un maître du duel. Si vous avez raté votre jet d'attaque, vous pouvez le relancer avec avantage, vous permettant d'avoir sneak attack si vous ne l'aviez pas. Bon, pas de chance que ce soit pas le cas, mais bon, on sait jamais. Passons au voleur. Avec ça, vous pouvez agir plus vite, utiliser tous les objets du jeu, ou sauter un peu plus loin. C'est pas une blague. Au niveau 3, vous êtes rapide avec vos mains. Vous pouvez utiliser un objet, faire un jet d'escamotage, crocheter un verrou, désactiver un piège avec votre action bonus. Également, escalader ne vous demande pas plus de déplacement. Alors ça vous donne pas exactement une vitesse d'escalade, mais vous pouvez utiliser votre vitesse de marche pour escalader un mur. La différence ici est à préciser parce que la vitesse d'escalade et de marche sont des choses différentes dans le jeu et demandent des jets différents. Aussi, certaines features ou objets augmentent votre vitesse de marche, mais pas celle d'escalade. Finalement, votre saut est augmenté d'un nombre de pieds égal à votre modificateur de dextérité. Le saut est quelque chose d'un peu étrange dans Donjons et Dragons. Pour rappel, votre distance de saut en pied est égale à votre score de force, mais avec des classes rapides comme le moine ou le roublard, j'ai tendance à dire qu'il devrait être capable de sauter plus loin, même s'il n'est pas très fort, non? En tout cas, c'est ce qu'essaye de faire cette feature, mais du coup elle a le même problème que le guerrier champion, à savoir que pouvoir sauter 3 pieds plus loin ne vous sera certainement pas très efficace si vous utilisez le système de la grille. Au niveau 9, vous êtes encore plus discret que les autres roublards. Si vous êtes caché et qu'ensuite vous vous déplacez pas plus de la moitié de votre déplacement, vous avez avantage sur le jet de discrétion.
Cela a créé un petit quiproquo autour de certaines tables, pensant que si vous vous déplacez seulement la moitié de votre déplacement, eh bien vous pouvez rester caché. Mais généralement c'est là que vous dites, ce n'est pas une erreur, c'est une règle de notre table. Au niveau 13, vous pouvez utiliser tous les objets du jeu, ignorant les prérequis généralement posés sur les objets magiques et autres. Et au niveau 17, vous avez 2 tours durant le premier round de n'importe quel combat, du moment que vous n'êtes pas surpris. Vous avez votre premier tour lors de l'initiative que vous avez roulé, puis un deuxième à votre initiative -10. Donc si vous avez roulé 17, vous agissez à 17 et à 7. Et si vous avez roulé 5, alors vous agissez à 5 et à 0. Du coup, avec tous vos items magiques, les objets que vous pouvez utiliser en action bonus et les 2 tours durant votre premier tour, vous allez commencer vos combats en force. Et en dernier, j'aimerais parler de l'Arcane Trickster. Exactement comme pour le chevalier arcanique pour le guerrier, cette classe vous permet de vous essayer à la magie si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec tous les choix de disponibles. Lorsque vous commencez avec cette sous-classe, vous pouvez prendre 2 cantrips en plus de la main du mage qui modifie rien que pour vous. La main est invisible, elle peut utiliser vos outils pour crocheter à distance, et en plus de ça, vous pouvez les déplacer avec votre action bonus. Les sorts et cantrips que vous apprenez via cette sous-classe est basé sur la classe du magicien, ce qui veut donc dire que c'est sur l'intelligence qui est basée l'efficacité de vos sorts. Et de manière similaire au chevalier arcanique, vous commencez avec 3 sorts. Cependant, vos sorts ne peuvent venir que de l'école de l'illusion ou de l'enchantement, exception faite du sort de premier niveau, ainsi que celui que vous apprenez au niveau 8, 14 et 20. Au niveau 9, vous êtes capable de piéger les cibles de vos sorts. Si votre cible ne vous voit pas, elle a des avantages sur le jet de réaction pour résister à vos sorts. Au niveau 13, vous pouvez pousser le piège un peu plus loin. Vous pouvez utiliser votre main du mage pour distraire une cible et ainsi avoir avantage sur le jet d'attaque durant ce tour. Cela vous permet de ne pas souffrir des malus apportés par visée, dont on a parlé plus tôt, et en plus de ça, si vous avez multi-attaque, en étant guerrier par exemple, vous avez avantage sur tous vos jets d'attaque. Cependant, le seul problème c'est que vous avez besoin de votre action bonus pour vous donner avantage, mais aussi de votre action bonus pour déplacer la main du mage, donc il y a peut-être une situation ou deux où ça va peut-être pas passer correctement. Et enfin, niveau 17, vous pouvez voler les sorts de vos adversaires. Si vous êtes ciblé par un sort ou dans la zone d'effet d'un sort, vous pouvez utiliser votre réaction pour le choper et tenter de le voler. La personne qui a lancé le sort doit alors faire un jet de magie, à savoir du coup un jet d'intelligence si c'est un magicien, sagesse si c'est un druide, etc. Le minimum à faire est égal à votre difficulty check. S'il échoue, non seulement vous empêchez le sort d'avoir lieu, mais en plus vous volez la connaissance du sort si c'est un sort de premier, deuxième, troisième ou quatrième niveau. Ce qui est très fort, c'est que vous pouvez voler n'importe quel sort, même si c'est un sort de prêtre ou de warlock. Ce qui est moins fort par contre, c'est que vous ne pouvez pas voler des sorts de 5ème niveau ou plus, parce que vous ne pouvez pas lancer des sorts de 5ème niveau ou plus. Pendant les 8 prochaines heures, vous pouvez lancer le sort en utilisant vos propres spell slots. En face, la personne à qui vous avez volé le sort ne peut plus le lancer, incapable de se souvenir comment on fait. Oui, vous avez volé des connaissances. Bon, évidemment, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par jour. Il y a potentiellement un double risque dans cette feature, principalement parce que vous êtes limité au 4ème niveau, sachant que les magiciens que vous pourriez affronter à ce niveau-là ont minimum 19 sorts, il y en a au moins 6 que vous ne pourrez pas absorber. Bon, en soi, c'est pas vraiment le but de cette feature, vous serez beaucoup plus efficace en absorbant un sort qu'utilise votre adversaire régulièrement. Genre Fireball est un sort très populaire, et s'il est un sort de soin, faites-vous plaisir. Deuxième correction, contrairement à ce que je vais dire, vous ne pouvez pas absorber un sort qui a été casté à un niveau que vous n'avez pas. Basiquement, même si Fireball par exemple est un sort de 3ème niveau, si a été casté en utilisant un slot de 6ème niveau, alors il est considéré comme étant un sort de 6ème niveau. Règle importante à retenir, sur le champ de bataille, un sort est toujours considéré du même niveau que le spell slot utilisé pour le lancer. C'est d'ailleurs sur cette règle qui est basée Spell Thief, l'immunité du Rakshasa, Counterspell ou Dispel Magic. Donc vous pouvez potentiellement annuler n'importe quel sort, même si vous ne voyez pas d'où il vient. Par contre, vous ne pouvez pas l'absorber s'il s'agit d'un cantrip ou d'un sort casté au 5ème niveau ou plus. Sachez que vous pouvez repousser un peu cette limite. En ne prenant ne serait-ce qu'un seul niveau dans une classe magique, vous aurez accès aux sorts de 5ème niveau, et donc vous pourrez absorber les sorts de 5ème niveau. Bien, maintenant penchons-nous sur la création de personnages. Ici, votre stat la plus importante est la dextérité. 80% de ce que vous allez faire est basé sur la dextérité. Ensuite, selon votre sous-classe, votre deuxième stat la plus importante devrait être l'intelligence ou le charisme. Ici aussi, l'elfe offre une très bonne base, et si vous cherchez un roublard optimisé, alors le haut elfe est votre meilleur choix entre le bonus en dextérité et en intelligence, le cantrip offert, et en plus de ça, vous êtes automatiquement compétent en perception. Donc si vous émettez votre bonus d'expertise, vous ne ratez jamais rien. Bon, essayons de faire quelque chose d'un poil plus original. Le tiefling, par exemple, offre des bonus qui collent bien avec cette classe, et avoir thaumaturgie est toujours très pratique. Le demi-elfe aussi, avec ses 2 compétences et son bonus en charisme, offre une bonne base. Et voilà, avec ça, vous devriez avoir les outils nécessaires pour faire votre travail de roublard. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt.